S'il existe deux châteaux célèbres en France, ce sont bien Versailles et Chambord. Versailles, c'est Louis XIV et Chambord, c'est François Ier, le décideur. Les week-ends prolongés, il y a des marchés du terroir qui sont organisés sur les marches du château. Le clou de cette visite, l'escalier à double révolution et les terrasses. Encore un château de tous les superlatifs. La partie centrale est le donjon. Il est flanqué de 4 tours, avec des ailes tout autour. L'ombre de Léonard de Vinci flotte sur Chambord, bien qu'il était déjà mort quand on a commencé sa construction. La construction a commencé le 6 septembre 1519. Léonard de Vinci était déjà mort depuis le 2 mai de la même année 1519 au Clos Lucé à Amboise. Ces plans, son imaginaire formidable, ont été repris par les concepteurs du château. Lorsque le roi François Ier est mort, le 31 mars 1547, la construction du château n'était pas achevée. Elle s'est poursuivie ultérieurement et notamment Louis XIV lui-même, qui a fait 9 séjours, a ordonné des constructions ultérieures. Il est naïf de penser que c'est un simple relais de chasse, même si François Ier adorait la chasse, bien entendu. C'est aussi une marque de prestige, vis-à-vis par exemple de l'empereur Charles Quint. L'empereur du Saint-Empire romain germanique avait d'ailleurs été très impressionné par le château. 1800 ouvriers se sont activés ici pendant 40 ans. Il y a 156 mètres de façade, 440 pièces, 15 escaliers, 228 cheminées. On ne peut pas s'empêcher de penser que ceci n'est que la partie la plus modeste d'un projet encore plus gigantesque que Léonard de Vinci prévoyait de construire à Romorantin-Lanthenay, la capitale de la Sologne. Le projet de Léonard à Romorantin aurait consisté en une ville ultramoderne pour la Renaissance, avec de multiples canaux et inventions hydrauliques. Ne nous plaignons pas, l'ombre de son génie plane ici. Les rois Henri II et Charles IX ont également séjourné ici pour la chasse, mais peu Henri III. Le roi Louis XV y a logé son beau-père Stanislas Leczinski, qui était roi détrôné de Pologne, en attendant donc de mettre sa cour en Lorraine, à Nancy. Devant le château, les jardins à la française ont été reconstitués grâce au mécénat d'un Américain. Cette aile ne paraît pas très Renaissance. La pierre du château est fragile. Il faut la surveiller régulièrement. Pour un dimanche de Pentecôte, je trouve qu'il n'y a pas un monde fou. Belles acanthes fleuries. Il y a le spectacle équestre aussi là. Non.
Voici le sommet de l'escalier à double révolution. À ce niveau-là, il n'est plus à double révolution. François Ier voulait faire venir les eaux de la Loire. Il voulait la détourner pour la faire venir ici. Mais le projet était trop ambitieux, trop cher. Il a fallu se contenter des eaux du Cosson. Un peu comme le roi Louis XIV qui voulait faire venir à Marly les eaux de l'Eure. Il avait commencé à construire un viaduc dont on voit des traces dans le château de Maintenon. Mais le projet n'a pas été mené à bien. Le parc du domaine de Chambord est immense, 5500 hectares. Et le mur, tenez-vous bien, à 32 km de longueur. Citrus. Nous voici dans la cour. Non. Évidemment, l'œil est tout de suite plus attiré par le sommet du château, qui est si délicatement décoré par rapport à la modestie des parties inférieures. Au XIXe siècle, le domaine appartenait au comte de Chambord, qui aurait dû devenir roi de France à la chute du Second Empire, sous le nom de Henri V. Mais il s'est entêté, il ne voulait pas adopter le drapeau bleu-blanc-rouge et garder le drapeau blanc de la monarchie. Donc du coup, c'est la Troisième République qui s'est installée définitivement et il n'a pas régné du tout. Il avait commandé des carrosses pour son entrée royale dans Paris, qui était prévue, et finalement il les a légués. Il y a un endroit où les carrosses sont exposées. Un petit opuscule indique qu'il n'y a pas de sens de visite précis dans Chambord, car en fait on peut s'y perdre à loisir en le visitant. Le domaine de Chambord a été racheté par l'État en 1930 pour 11 millions de francs. Il est fou de penser que malgré toutes ces dépenses, François Ier au total n'aura passé que 72 jours de sa vie dans le domaine de Chambord. Cet escalier n'est pas l'escalier à double révolution qui se situe au centre de l'édifice. Dans la pièce d'entrée du château, nous voyons un tableau qui représente l'entrevue du camp du Drap d'Or, où François Ier a rencontré le roi d'Angleterre Henri VIII. Ça a été un échec diplomatique. Le camp du Drap d'Or se trouvait à proximité de Calais, qui était possession anglaise à l'époque. François Ier escomptait que Henri VIII deviendrait allié avec lui contre Charles Quint. Et niette. Beau plafond à solives. Un portrait de François Ier. Ce roi de la branche des Valois-Angoulême mesurait 1,98 m, ce qui était extraordinaire pour l'époque. Lorsqu'il faisait des entrées royales dans les villes, les gens étaient ébahis, d'autant que les gens à l'époque étaient très petits par rapport à nous. L'escalier à double révolution. Voici un chemin d'accès de ce côté. Il y a un passage et un autre escalier parallèle. Parallèle n'est peut-être pas le terme géométrique approprié. On voit les gens de l'autre côté, mais on ne les croise jamais en même temps. Est-ce que les ducs, princesses, marquises étaient aussi nombreux à la cour de François Ier?
C'est rare un escalier d'où l'on voit les pièces du château. L'escalier est finalement très haut. On peut aller plus loin. On voit que les cheminées ont servi. Une pièce avec des eaux fortes. Dans la salle des illustres, on trouve de nombreux tableaux de personnages, tels que par exemple ici le roi Louis XIII le Juste. Ici, le roi Louis XIV présente son petit-fils aux ambassadeurs d'Espagne. Le roi d'Espagne précédent avait fait un testament dans lequel il offrait le trône d'Espagne donc au petit-fils de Louis XIV, et c'est pour ça que les Bourbons continuent de régner à l'heure actuelle sur l'Espagne. Et non, ce n'est pas un Ottoman, bien qu'il en ait le costume, c'est le roi détrôné de Pologne, duc de Lorraine, et beau-père de Louis XV, Stanislas Leczinski. Sa femme, Catherine Opalinska. La reine Anne d'Autriche était épouse de Louis XIII et mère de Louis XIV. Cet endroit est la salle des illustres. Allons voir la salle des Bourbons. Le roi Louis XVIII, ancien comte de Provence, frère de Louis XVI. Un autre frère, le dernier à avoir régné des Bourbons, Charles X, ancien comte d'Artois. Il est enterré en Slovénie. La naissance du duc de Bordeaux, comte de Chambord, qui ne régna jamais. Louis XIV. Buste du fameux comte de Chambord, qui aurait dû être Henri V. Louis XVI. On reconnaît ici Marie-Antoinette, sûrement coiffée par Léonard. Buste de Charles X. J'ai dit qu'il était enterré en Slovénie, c'est dans le monastère de Kostaniewidza. Portrait du duc de Berry. C'était le fils de Charles X, mais il a été assassiné en 1820 par Louvel. C'était un prince assez débauché. Une belle maquette de Chambord. La partie centrale, très patrouillée par les gosses. Les cuisines ont l'air assez modestes. Les gens regardent par une fenêtre.
Mais il n'y a rien à voir. On n'a pas gardé les ustensiles des cuisines, manifestement. Mais si, c'était plus loin. Il faut dire qu'avec l'affluence, on est un peu perdu. Et quand tu après, tu voilà. Il y a dû y avoir des disputes dans les cuisines. Chaque cour du château permet de saisir des détails inédits. Après une petite pause, on y retourne pour voir le premier étage qui contient de beaux appartements. On va prendre l'escalier à double révolution de nouveau. C'est vraiment bizarre cette histoire de deux rampes qui tournent autour d'un but central. C'est ici que Molière a créé le bourgeois gentilhomme en 1670. Voici la scène du théâtre. Très belle tapisserie. Voici un buste du compositeur musical Lully, qui est mort tragiquement de la gangrène, tout simplement parce qu'avec sa canne, il s'était donné un coup dans le pied en battant la mesure. Et voici Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière. Jolie tenture aux fleurs de lys. D'accord. Non. Honnête. C'est la salle du trône de Chambord. En tout cas, Henri V n'a pas régné, comme je l'ai dit. Voici le comte de Chambord, duc de Bordeaux. Statue équestre. Des monarchistes français ont offert ce fauteuil d'apparat au comte de Chambord. Peine perdue. C'est surtout entre 1870 et 1875 qu'il y a eu une possibilité que le comte de Chambord devienne Henri V, avant que la Troisième République ne soit définitivement installée. Caricature où l'on voit le comte de Chambord devenu Henri V, faisant une entrée qui n'a jamais eu lieu dans Paris. Thiers lui remet les clés de la ville. Donc voici le grand-père, Charles X, roi de France. Son fils, le duc de Berry, a été assassiné et son petit-fils était le comte de Chambord.
Voici la seule fille, le seul enfant de Marie-Antoinette et de Louis XVI à avoir échappé à la mort. C'est la duchesse d'Angoulême. La duchesse de Berry, qui était donc la bru du roi Charles X et la mère du comte de Chambord. Louis XVIII, qui était plutôt impotent. Toujours le comte de Chambord. Regarde-moi. Son père, le duc de Berry, dont je vous ai dit qu'il a été assassiné en 1820 par Louvel à Paris. Quand il a été assassiné, en principe, il ne restait plus de descendants pour les rois de France. Mais finalement, la femme du comte de Chambord était enceinte et elle a donné naissance à un fils, c'était lui. Le père martyr était en réalité particulièrement débauché. Regarde, très content. Oui. Nous ont bien, c'est pas grave, c'est Quand Louis-Philippe Ier a pris le pouvoir, Marie-Caroline, duchesse de Berry, la mère du comte de Chambord, donc, a essayé de prendre le pouvoir pour son fils. Peine perdue. La mort de Charles X en exil. En 1836, il est mort du choléra. Il est enterré dans un monastère, donc, dont le nom italien est Castagnavica et Costagnevica en Slovène. Le comte de Chambord en Hermès. Le comte de Chambord à Wiesbaden. Toute une bimbloterie légitimiste. Le 2 août 1830, le roi déchu, enfin plus exactement le roi ayant abdiqué Charles X, présente le duc de Bordeaux, comte de Chambord, à la garde nationale. Cette présentation a eu lieu à Rambouillet, mais évidemment le prétendant n'a pas régné. La famille est partie ensuite en Écosse puis en Autriche. Le cabinet du comte de Bordeaux au palais du Krajlin, à Prague. Le comte de Chambord est mort en 1883 dans son château de Frostdorf. Voilà ce qui a été porté au moment du service funèbre du comte de Chambord. La duchesse de Parme, sœur aînée du comte de Chambord. Mais toujours dans le musique. Ils sont heureux. Il est mort. Une affiche en italien pour remercier la population d'avoir assisté aux obsèques du comte de Chambord en 1883. À ce propos, Gorizia est ville européenne de la culture en 2025. On pénètre dans une pièce avec encore de beaux portraits, celui-ci d'Anne d'Autriche, reine de France. Louis XV, le bien-aimé, n'est pas à la fin de sa vie. Bon, je crois que je ne vous présente pas celui-là. Fauteuil du comte et de la comtesse de Chambord. Le chancelier Michel de l'Hôpital qui instruit le roi Charles IX, enfant. Gaston d'Orléans était le frère de Louis XIII. Il n'a pas hésité à conspirer contre lui.
Savez-vous que c'est à Charles X, qui était alors comte d'Artois, que l'on doit la conception du parc de Bagatelle à Paris? Il l'a fait construire en un temps record et c'était un pari avec Marie-Antoinette. Le duc de Berry, le fameux assassiné. Venise. La reine Marie-Thérèse d'Autriche, qui était la première épouse de Louis XIV. Elle était infante d'Espagne quand il l'a épousée. Lorsqu'elle est morte, le roi a dit « C'est le premier chagrin qu'elle me cause ». Il s'est vite consolé. Oui. La pièce suivante montre des tapisseries somptueuses. L'histoire de Scipion a été commandée en 1532 par François Ier et il n'y a pas moins de 24 tapisseries. Il y en a 8 conservées au château de Chambord. On pénètre dans la chambre de la reine. Il s'agit de la première épouse de Louis XIV, Marie-Thérèse d'Autriche. Et voici son digne époux, Louis XIV. Marie de Médicis était la seconde épouse d'Henri IV et la mère de Louis XIII, la grand-mère de Louis XIV. Excusez-moi, il faudrait que je change le papier peint chez moi, je prends des notes. Le fils de Louis XIV est mort avant son père. Rappelons que Louis XV était l'arrière-petit-fils de Louis XIV.
Oui. D'un oratoire royal. C'est ici que venaient briller les couches de Louis XIV, même s'il y a beaucoup de symboles de François Ier. À la pièce où nous sommes, la garde-robe du roi. Éléonore d'Autriche, qui était la sœur de Charles Quint. Cette robe daterait, ce costume daterait de 1545. Ce doit être une reproduction vu son état de conservation. La chambre du roi. Les lits étaient éloignés des fenêtres et placés près des cheminées, par confort. Dans une autre aile, l'appartement de parade. Guylaine, elle est là. De très beaux sièges en velours rouge. J'ai essayé de trouver ça à la halle aux chaussures, j'ai pas trouvé. La cousine de Louis XIV, la grande mademoiselle, n'était pas précisément un modèle de beauté. C'est peut-être pour ça qu'elle est restée mademoiselle. On ne s'occupait pas de ça pour les mariages à l'époque. Après Stanislas Leczinski, le maréchal de Saxe, le vainqueur de Fontenoy, a habité le château de Chambord. Il est mort en 1750. Ici, l'épouse de Louis XV, Marie Leczinska, qui était fille de Stanislas Leczinski. Elle a fait un beau mariage prestigieux et inattendu. Son père, qui était donc le beau-père de Louis XV, Stanislas Leczinski, est mort dans des circonstances tragiques, puisque sa robe de chambre a pris feu au contact d'une cheminée. La beauté de ces fauteuils. Le roi Louis XV, l'époux de Marie Leczinska. Le fils de Louis XV, qui s'appelait Louis également, dauphin, ne régna jamais, parce qu'il mourut avant Louis XV. Voici encore un portrait de Louis XV, plus âgé.
La chambre de parade. Je suis sûr, mesdames, messieurs, que vous aimeriez parader dans une telle chambre. Cabinet privé. On s'entend après. Tu lâché un petit peu plus baissé, il y a eu La chambre du gouverneur. Marie-Antoinette. L'Autrichienne. En allemand, elle s'appelait Maria Antonia. Le comte d'Artois. Vous ne le reconnaissez pas, hein, je l'avais vu tout à l'heure. C'était Charles X quand il était jeune. Jeune, il dépensait l'argent par les fenêtres, mais c'était une vraie grenouille de bénitier quand il était âgé. Louis XVI. Le lit est à la polonaise. En fait, il a été amené par le roi détrôné de Pologne et sa fille, Marie Leczinska. Le baldaquin a une forme de dôme. Voici un poêle en faïence du maréchal de Saxe. Nous sommes dans la salle des gardes de Louis XIV. Voici la chambre au Laurier. C'était un lit pour des 30 personnes. Oui, Encore un lit à la polonaise. t'as ton téléphone? T'as ton téléphone? Il y a des vulgares qui rient de se voir si beau en ce miroir.
Le cabinet de travail. Quand je vois des meubles comme ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à la marquise de Pompadour, dont le goût était très sûr en matière artistique. Un cabinet. Un cabinet. Travail. Oui, mais... Oh, oui, de... Oh, c'est... Quoi? Non, pas plus. Chambre de la princesse de Conti. Mademoiselle de Blois. Gagnons le deuxième étage. Au deuxième étage, le théâtre du maréchal de Saxe. F comme François Ier. Ce sanglier est une belle bête. Un blaireau. Une perdrix. La figure de... Le renard roux. Le chat sauvage d'Europe. Le cerf et la un faisan. Un lièvre d'Europe. Un loup gris. Buste de François Ier qui adorait la vénerie. Un siège réalisé avec des andouillés.
coucher. Chasse résidentielle à Chambord. La belle galerie des trophées. Et maintenant, nous allons aux terrasses. La lanterne au sommet et de l'escalier à double révolution. Dans cette maison, il y a un ensemble de fréquences. En fait, ils arrivent ici. D'un seul coup, ils sont l'amoureux. Et ils sont plein de Tous ces petits losanges, tous ces petits carrés, tous ces petits ronds sont des éléments inspirés des décorations italiennes. Par contre, ça me fait penser à. La lanterne mesure 32 mètres. Les jardins à la française, vus de haut. Le mécène américain était Stephen Schwarzman. C'est depuis 2017 que l'on peut les admirer d'après des plans de 1734. C'est pour ça, on est un feu d'or des fois avec Alex. Bon, Alex, tu lui demandes un truc, il est mort. Une toiture surnaturelle.
On s'arrêterait partout pour saisir un détail. Descendons voir les jardins. On a trop traîné, les jardins ferment à 17h30. Il y a tellement de choses à voir, c'est fou. C'est pas grave, on a vu les jardins de haut. Une visite, certes incomplète. Une visite, il faut bien l'avouer, un peu dans la bousculade, mais bon, raisonnablement. On peut se balader dans le parc en calèche, une autre fois sans doute. Ce Léonard en avait dans la tête quand même.